En direct du salon Inclusive Day. Bienvenue sur Sud Radio et sur sudradio.fr vous retrouvez l'intégralité de nos échanges sur cette journée Inclusive Day organisée ici par le groupe Les Échos, le Parisien, à la Paris Défense Arena avec mes invités pour parler d'un sujet que je trouve particulièrement intéressant. L'inclusion, peut-être est-ce l'occasion de valoriser sa marque employeur. Pour en parler autour de la table, Isabelle Verrecchia, vous êtes déléguée générale de la fondation du groupe M6. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, oui, effectivement. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Juste à vos côtés, on a Blandine Langlois. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directrice des ressources humaines du groupe Les Échos, le Parisien. Et l'organisateur, je le disais en propos introductif de cette journée Inclusive Day, ici même à la Paris Défense Arena. Une journée où on parle inclusion dans le monde du travail et l'inclusion dans toutes ses particularités et pas uniquement du handicap. Et on va revenir avec vous là-dessus, Isabelle. Et puis Emmanuel Dalseco. Bonsoir à vous. On vous entend pas, Isabelle. Emmanuel. Elle a pas de micro. Non, je vais me changer. Et bien c'est pas grave. Bonsoir Bonsoir. même Emmanuel. Voilà, là c'est mieux, on vous entend. Isabelle Verrecchia, je reviens vers vous, puisque je le disais, l'inclusion en son ensemble, ce n'est pas que le sujet du handicap que nous avons traité assez largement tout au long de cette journée, mais c'est aussi la diversité en son ensemble, et puis des différences parfois qui dérangent la société. Avec un sujet que vous traitez beaucoup à la fondation du groupe M6, c'est celui des ex-détenus. L'insertion professionnelle des détenus, une fois qu'ils ont purgé leur peine. Effectivement, la fondation a été initiée il y a 15 ans par le groupe M6 avec cette volonté d'aller soutenir des projets en faveur de la réinsertion des personnes qui ont pu avoir un lien avec l'univers carcéral, avec vraiment l'objectif qu'on a affiné au fur et à mesure des années d'aller travailler autour du retour à l'emploi à la sortie de prison. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on connaît bien à travers la fondation, mais pas que, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement d'agir à travers la fondation, mais il y avait évidemment ce souci d'exemplarité et de porter aussi le sujet au sein des effectifs du groupe M6. Donc on intègre aussi des personnes dans nos effectifs. Mais pourquoi ce sujet, c'est quand même assez bancal, si je puis me permettre parce que c'est pas celui auquel on s'attend. Alors, c'est pas bancal, au contraire, parce que mais la question, elle provoque, c'est clivant, c'est ce que vous vouliez dire. Oui, c'est clivant, ça fait pas l'unanimité, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est aussi intéressant d'aller porter des sujets qui font pas l'unanimité, il faut aller convaincre. Mais c'est un sujet... Au contraire, moi je trouve de société, on parle beaucoup de ces sujets de délinquance, de sécurité et la réinsertion. Il y a 82 000 personnes qui sont incarcérées en ce moment. Il y en a un peu plus de 60 000 qui sortent chaque année. Et ces personnes-là, elles doivent retrouver une place dans la société. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que moins de récidives, c'est moins de victimes. Donc on a tous intérêt à ce que quand ces personnes-là sortent, ça se passe le mieux possible. Comment on l'annonce à des collaboratrices et des collaborateurs qu'il y a une personne ex-détenue qui va rejoindre l'équipe? Est-ce qu'on en parle tout simplement ou on reste assez discret là-dessus? Alors, on n'est pas du tout discret sur la fondation au sein du groupe. C'est-à-dire que ça, on en parle, on mobilise nos collaborateurs sur des actions en détention, hors les murs, auprès des associations qu'on soutient. Donc ça, au contraire, on en parle très, très largement auprès de nos collaborateurs. Sur la partie intégration dans nos effectifs, dans l'embauche de personnes, alors ça va être de l'embauche, des stages, des journées d'immersion, ça dépend des parcours des personnes. Là, pour le coup, alors on dit aux collaborateurs qu'on intègre des sortants de prison chez M6, mais on ne dit jamais dans quel service est la personne. Et surtout, on a fait, y a un parti pris, c'est le droit à l'oubli. C'est-à-dire que le manager... C'était la question que j'allais vous poser. Voilà. Non, le manager direct est au courant parce que malgré tout d'intégrer quelqu'un qui sort de prison, c'est pas comme intégrer n'importe quel collaborateur. Il y a une réalité, des difficultés administratives, des contraintes, des choses auxquelles on est confronté. Donc le manager direct est au courant, mais le reste de l'équipe n'est pas au courant. Bien sûr, parce que finalement, quand on a payé sa dette à la société par une peine d'emprisonnement, a priori, on ne doit plus rien. On ne doit plus rien à la société. Si ce n'est le respect de ses devoirs.
Complètement. Des obligations qu'on peut avoir à la sortie de prison, mais surtout l'enjeu, c'est vraiment de, je dirais, il est même pas moral ou il s'agit pas de discuter de ça en fait. Il y a une justice qui a rendu une peine et nous vraiment on met l'accent sur l'impact de la récidive. Donc on a intérêt à ce que les choses, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Toute la société a vraiment à y gagner. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique? Parce qu'on sait qu'il y a une grande proportion des détenus qui ont parfois un handicap, notamment psychique, invisible. Ils sont parfois pas là par hasard, c'est qu'ils se sentent assez exclus aussi, qui les poussent à faire des choses pas très recommandables. Est-ce que vous avez pris conscience de ça aussi et vous les accompagnez sur dans ce domaine-là? Alors, c'est ce que je disais, en fait, qu'intégrer un ancien détenu, c'est pas intégrer un collaborateur comme un autre. C'est pas anecdotique. Complètement. Il y a à la fois des contraintes, ça peut y avoir des contraintes vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, des obligations, des choses comme ça. Bien sûr. Et puis aussi, il y a tous les freins périphériques, c'est-à-dire que l'emploi est un véritable levier de réinsertion, mais c'est trouver un logement, c'est éventuellement se soigner. Donc, les binômes, enfin les trinômes qui marchent bien, c'est l'entreprise, évidemment le collaborateur qu'on intègre, et le suivi par une association qui va gérer tous ces freins périphériques parce que c'est pas non plus le rôle de l'entreprise et c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Donc c'est vraiment un trinôme gagnant quand la personne est suivie par une association qui va gérer toutes les problématiques sociales à côté. Est-ce qu'il est tenu... Pardon, Emmanuel. Non, je voulais poursuivre. Dans le champ du handicap, vous avez quel type d'association? Ou est-ce que c'est pas forcément dans le champ du handicap, les associations partenaires qui... Non, là c'est sur des anciens détenus. Oui, mais comme je vous dis, qu'il y a très souvent, En général, celles qui accompagnent les anciens détenus, elles accompagnent l'ensemble des détenus. Elles vont aller aussi traiter des problématiques psychologiques. Il n'y a pas des associations spécialisées sur la réintégration des sortants de prison en situation de handicap. Est-ce qu'il est... dans la considération, avant que vous intégriez une personne ex-détenue, est-ce que vous tenez compte et vous prenez en considération ce pourquoi elle a été condamnée? Alors, on s'est effectivement fixé une règle. Parce que j'imagine que vous n'intégrez pas d'ex-violeurs au contact de femmes. Il ne s'agit pas de mettre nos collaborateurs en danger. Donc, les problèmes de mœurs, on ne prend pas. D'accord. Et les crimes, on ne prend pas. D'accord. Donc vraiment, ça peut être de la délinquance pour drogue, pour... Alors, le parti pris aussi qu'on a, c'est que les managers ne savent pas pourquoi la personne est passée par la prison. Oui. Mais ça, par contre, vous, de l'accompagnement de la Fondation, vous le savez? Nous, on le sait. Voilà. Parce qu'on doit être garant que ce soit ni mœurs, ni crime. Je vous pose une dernière question et après on vous libère parce que vous êtes attendu par ailleurs sur une autre table ronde. Quel est le sentiment, la perception de vos collaboratrices et de vos collaborateurs sur cet engagement que vous prenez et en quoi est-ce bénéfique pour la marque employeur du groupe M6? Le sentiment de fierté, ça j'ai envie de vous dire que sur l'ensemble des thématiques, ça sera propre. Enfin, c'est communément ressenti par les collaborateurs. Mais là, le petit truc en plus, je dirais, c'est pas Artus. C'est pas Artus. Mais c'est de se dire que on a fait preuve d'audace en fait. Ouais. Le groupe fait preuve d'audace d'aller sur ce sujet-là. Ça, je dirais que c'est vraiment ce qui est spécifique à M6. Et comment le sujet est accueilli. Alors maintenant, ça fait 15 ans, donc j'ai envie de vous dire que tout le monde n'y adhère pas. Tous les collaborateurs n'ont pas forcément envie de participer, et ça, on le respecte. Après, maintenant, la Fondation pour les prisons, comme on nous appelle, la Fondation pour les prisons, c'est intégré. Voilà, on en parle. On accueille aussi une association dans nos locaux, donc il y a des sortants de prison qui viennent, en fait. Et je ne vais pas vous dire qu'entre les gens qui travaillent dans le secteur de l'audiovisuel et des sortants de prison, ça se voit tout de suite. Et maintenant, en fait, il n'y a plus de sujet. Il y a 10 ans, on me disait, quand j'étais à l'étage, on me disait, ah ouais, il y a la Fondation qui est là. Bon, alors, je suis inquiet, je me pose des questions. Bon, maintenant, ces sujets-là, je crois qu'on a un peu craqué ces sujets-là. Bon, et puis le gouvernement, en tout cas, a envie de vous savonner la planche puisque ils font de leur côté des travaux déjà directement dans la prison. Donc vous auriez presque même plus besoin de les intégrer en sortie. Ouais, mais nous, on aime bien être à contre-courant. Merci Isabelle Verica. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation du groupe M6 et vous accompagnez les ex-détenus vers l'emploi au sein du groupe M6 et de vos marques. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. On vous souhaite une belle continuation sur cette journée Inclusive Day. Et je me tourne maintenant vers vous, Blandine Langlois. Vous êtes directrice des ressources humaines du groupe Les Échos, Le Parisien. J'ai reçu dans mon émission Faut que ça change samedi dernier Carole Savoie, qui en l'occurrence est davantage sur les questions de la mission handicap.
Comment on rend fiers des collaboratrices et des collaborateurs, par exemple avec une journée comme celle-ci? Alors, on les rend fiers. On les rend fiers parce qu'en fait, on leur montre qu'on est une entreprise qui embrasse tous ces sujets sociaux et sociétaux. Ouais. On les rend fiers et aussi parce que à la base, c'est une conviction en fait. C'est-à-dire quand on parle d'image employeur, etc., on s'engage pas, alors on peut, mais pour être crédible, on s'engage pas dans ce genre de démarche uniquement pour l'image en fait. Ouais. C'est d'abord une conviction. Et effectivement, après, je dirais que ça profite aux salariés qui sont fiers de travailler dans les groupes qui s'engagent et aussi aux potentiels futurs recrues. Mais comme ce qui était dit à l'instant, tout le monde ne cautionne pas forcément ou il y a aussi parfois des salariés qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, etc. Enfin, donc tout ça, c'est dans une dynamique. Et a fortiori, nous qui travaillons dans les médias, enfin c'est notre activité principale, on peut pas s'autoriser à, enfin j'allais dire, on peut pas être observant du monde et être dans un monde en entreprise qui ressemble pas à la diversité du monde qu'on observe, quoi. Bien sûr. Le groupe Les Échos Le Parisien, aujourd'hui, combien de collaboratrices et de collaborateurs en situation de handicap comptez-vous? Est-ce que vous atteignez les 6%? Pardon? Combien est-ce que vous atteignez les 6%? Alors, on n'atteint pas les 6%, mais on a beaucoup progressé. On est à un peu plus de 4%, 4,21%. Ouais. Et je le disais il y a pas très longtemps, on n'a pas honte de dire qu'il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça. Et pourtant, franchement, il y avait pas de sujet, mais on était en dessous des deux. C'était pas très flatteur en fait pour un groupe comme le nôtre. Donc, à un moment donné. Et pourtant, l'initiative du salon Inclusive Day, avant c'était le salon des achats responsables, créé en 2017. Existait déjà. Ça fait 9 ans. Voilà, existait déjà. Et donc, on a pris le sujet, et vous avez rencontré Carole, qui l'incarne en interne. On a pris le sujet à bras-le-corps. Ouais. On a mis en place un certain nombre d'actions. On a signé un accord avec nos organisations syndicales. On travaille maintenant depuis quelques années avec des associations et plus récemment avec l'association Tremplin pour développer la diversité dans notre organisation et particulièrement sur ce sujet du handicap. Combien attendez-vous de personnes sur une journée comme celle-ci? L'année dernière, c'était 5000 personnes. Cette année, est-ce que c'est un peu plus? Est-ce que ça stagne? On n'a pas encore les chiffres consolidés à cette heure-ci. Voilà. En tout cas, on a eu beaucoup plus d'inscrits, plus 28% par rapport à l'année dernière. Plus 28%. Voilà. Ouais. Alors, c'est le chiffre pour être tout à fait d'inscrits. Ouais. Après, il y a toujours du no-show, des gens qui s'inscrivent et qui viennent pas forcément. Donc, je pourrais le dire tout à l'heure en fin de la moyenne sur un événement, c'est à peu près 30%. Donc soit vous êtes à peu près à 5000, soit légèrement en dessous. On verra. Je vous souhaite pas en tout cas. On le souhaite pas, mais en tout cas, on a été encouragé par les inscriptions. C'est déjà ça. Quel est le profil des visiteurs? Vous arrivez à savoir? Alors, probablement que les équipes event en parleraient mieux que moi. On a différents profils, des gens qui sont dans les entreprises, qui viennent chercher des idées, etc. Des personnes qui sont aussi en situation de handicap, des équipes RH. Enfin voilà, ce sont des profils assez variés, des associations aussi. Donc, ce sont des profils assez variés. Mais des gens qui sont concernés par le handicap d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas imaginer que le grand public soit présent. Alors, il doit y avoir, encore une fois, je ne suis pas forcément la mieux placée pour vous donner la composition de notre visitorat, mais j'ose espérer qu'il y a aussi des gens qui peuvent venir à ce salon sans forcément être concernés de près ou de loin. Quand vous dites 4,21, c'est ça. 4,21% de personnes en situation de handicap, est-ce que vous avez un petit peu la couleur, le patchwork des typologies de handicap que vous intégrez dans vos équipes chez Les Échos Le Parisien? Alors, on ne fait pas de statistiques sur le sujet, bien entendu, mais on a des handicaps assez variés, avec une proportion, mais c'est propre à la population, une proportion aussi d'handicap acquis, assez forte. Voilà. Et là, on réfléchit aussi à travailler sur, et on en parle beaucoup à l'occasion de ce salon, à travailler sur des personnes en situation de handicap avec des neuroatypismes, etc., qui est une démarche encore différente. Vous arrivez à inciter les gens à venir se manifester d'eux-mêmes, à dire moi je suis en situation de handicap et j'ai besoin d'aide? Oui, maintenant oui, c'était pas évident au début, maintenant oui.
Et encore une fois, il faut beaucoup d'engagement, de temps, de confiance, de pédagogie et de confiance aussi. Bien sûr. Et de confiance. Confiance d'abord avec son manager, parce que c'est lui le premier lien où les gens ont un contact direct avec vous. Ça peut, mais plus régulièrement, c'est au niveau des ressources humaines que ça se fait. D'accord. Mais ça peut au niveau du management aussi. Hugues Defoy vient de nous rejoindre, directeur général par intérim de la GFIP. En fin de journée, comme ça, c'est un peu compliqué parce que tout le monde a des obligations par endroit, par ici, par ailleurs. Merci Hugues de nous rejoindre. Je suis donc excusé pour ce retard. Je suis franchement désolé. Vous êtes toujours excusé, Hugues. On parlait avec Blandine Langlois, qui est directrice des ressources humaines du groupe Les Échos, Le Parisien. Déjà, évidemment, de l'engagement, de la fierté pour les salariés que d'avoir un salon comme celui-ci. Comment, vous, la GFIP, vous intervenez, vous accompagnez, par exemple, des personnes comme Blandine, directrice des ressources humaines, à construire ce genre d'événement, à construire des initiatives, parce que tout ne tourne pas autour de l'événement. Blandine, vous le rappeliez, vous n'êtes pas des équipes event, vous êtes vraiment au plus proche des collaboratrices et collaborateurs. Donc la question à laquelle on s'intéresse, là, c'est surtout sur la marque employeur et comment on valorise cette marque employeur grâce à des sujets d'inclusion. Alors, comment on peut accompagner Blandine ? Alors, peut-être pas... Alors, vous l'accompagnez probablement déjà, mais comment on fait quand on a une personne comme Blandine, qui est directrice des ressources humaines et qui a envie de développer une politique très inclusive ? Alors, sur le handicap, Blandine, elle appelle la GFIP, parce que la GFIP, justement, elle a déployé une offre de conseil et d'accompagnement. Ça, c'est super comme exercice. Pardonnez-moi, mais j'aime bien. On se met dans la peau de Blandine. Voilà. Donc Blandine appelle la GFIP et elle dit, voilà, moi, je fais plein de choses sur le handicap, parce qu'en général, les entreprises sont rarement en base zéro. D'accord. Et elle dit, j'aimerais bien qu'on structure un peu tout ça et j'ai vu que vous accompagnez, que vous conseillez les entreprises. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Donc la GFIP va répondre oui. Et on va mettre en place donc avec Blandine un diagnostic pour savoir justement où elle en est, qu'est-ce qui a été fait donc, dans son entreprise, sur quoi on peut s'appuyer pour aller plus loin, les axes de progrès, et donc on fait cette photographie, et à partir de cette photographie, on va fabriquer, co-construire, parce que c'est pas la GFIP qui fait, c'est l'entreprise après qui met en œuvre, on va co-construire une feuille de route. Et ensuite, Blandine, elle va déployer la feuille de route avec ses équipes, et au sein de ses équipes, il y a probablement un référent handicap. Et si c'est pas le cas, on va en nommer un, parce que ça fait aussi partie. Alors d'ailleurs, ça fait partie des obligations des entreprises à partir de 250 salariés, mais au-delà de ça, on imagine que si on construit une feuille de route, on a besoin de quelqu'un, évidemment, qui va être, alors garant, c'est pas le bon terme, mais qui va être la cheville ouvrière qui va mettre en place cette feuille de route, parce que c'est Blandine qui va être garante de la mise en œuvre de la feuille de route, parce qu'en qualité de DRH, elle va le porter, et ça va être porté aussi au niveau du COMEX et du DG, qui s'appelle Pierre Louette, c'est ça ? Ou du président. Bon, voilà. On vous entend pas, Blandine. C'est ça qu'on fait, en fait, quand on accompagne des entreprises. Et que donc, ensuite, on va aussi, nous, mettre en visibilité tout l'outillage qu'on peut apporter sur des choses très concrètes comme, je vais sensibiliser des collaborateurs. Donc, nous, on a des produits à GFIP qui sont accessibles gratuitement. Donc, voilà. Et comment on va s'inscrire en appui pour aider Blandine à décliner sa feuille de route, sachant qu'une fois que la feuille de route, entre guillemets, elle est livrée, la GFIP intervient en fonction des besoins des entreprises. Il y a des entreprises qui peuvent être très autonomes pour la mise en œuvre de leur feuille de route, puis il y en a d'autres qui, régulièrement vont se tourner vers les collaborateurs de la GFIP pour dire, j'ai ça, est-ce qu'on peut faire comme ci, comme ça, prendre des conseils, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au moment où on a fini le travail d'écriture et de livraison entre guillemets de cette feuille de route. Donc c'est ça qu'on peut faire très concrètement. Alors ce qu'on fait pour Blandine, on le fait grosso modo l'année dernière, on a fait plus de 1300 plans d'action avec des entreprises. 1300 Blandines 1300 Blandines accompagnées, toute taille, tout secteur d'activité, parce que c'est pas que des grosses entreprises. Et puis avec quelques entreprises, on a aussi signé des conventions qui permettent de mobiliser une subvention pour aider à la mise en œuvre de la feuille de route. Alors on ne le fait pas avec toutes les entreprises, mais on le fait avec quelques-unes. Ça s'appelle une convention de politique d'emploi, même de développement de l'emploi.
Et ça permet donc d'accompagner la mise en œuvre de cette feuille de route. Alors, on a signé, cette semaine, on a signé avec Avis et France Car, par exemple. On a signé avec PwC il n'y a pas très très longtemps. On en avait signé au Club France. Dernier, je crois. On en a signé au Club France, puisque bon, c'est vrai que je sors d'une conférence tout à l'heure où on parlait des jeux et de l'impact. Voilà. On avait signé des conventions aussi au Club France, puisque la GFIP était présent au Club France. Bon, voilà. On signe régulièrement des conventions où c'est le stade un peu ultime, si je puis dire, avec le fait que on peut aussi aller jusqu'à déclencher une subvention pour aider à la mise en œuvre de cette feuille de route. Donc voilà concrètement ce qu'on fait. Blandine Langlois, dans votre groupe, comment vous déployez ces politiques de référent handicap? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul ou est-ce que vous en mettez un par équipe, par unité business ou c'est quoi votre politique en la matière? Alors, donc il y a la référente que vous avez citée, qui est dans mes équipes, Carole Savoie. Et oui. notre parti pris, ça a été aussi de solliciter les organisations syndicales, en tout cas les élus. D'accord. Et donc, dans chaque unité économique et sociale, on a un référent handicap, donc côté parisien et côté éco. Donc on en a 3. Ouais, parce que effectivement la particularité de votre groupe, c'est qu'il y a 2 grands médias, les échos d'un côté, le Parisien de l'autre, et vous chapeautez les 2. C'est ça. Et on a, alors qui est encore en devenir, mais aussi on a mis en place, mais c'est tout récent, donc ça mérite d'être un petit peu plus animé. On a mis en place non pas des référents supplémentaires, mais un réseau, alors 2 personnes qui sont concernées, mais en tout cas un réseau de personnes qui se réunissent régulièrement pour échanger sur le sujet, pour développer des idées. Et on a fait aussi un sondage récemment où on a eu un bon nombre de répondants pour ce genre de sondage. Donc là, pour le coup, il y avait forcément des personnes qui n'étaient pas concernées. Et donc, on a interrogé sur notre politique et sur ce qui serait pertinent de prévoir en plus. Et ça va nous alimenter pour le renouvellement de notre accord très prochainement. Alors justement, on parle des accords, mais c'est la fin des accords agréés. Ah oui, faut en parler parce que justement sur ce salon, il y a pas mal de gens qui disent moi, la fin des accords. Alors c'est un peu complexe. C'est ce qui permet. Déjà, Emmanuel. C'est ce qui permettait. 2 fois ce que sont les accords. J'ai combien de temps? Alors, c'est pas la fin des accords agréés. Il y a eu une réforme en 2018 qui dit que désormais un accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accord? Alors, c'est une feuille de route qui est signée avec les partenaires sociaux et qui ensuite fait l'objet d'un agrément par les services de l'État. C'est pour ça qu'on appelle ça un accord agréé. Une fois que l'accord est agréé, l'entreprise, si elle verse une contribution à la GFIP et à l'URSSAF par rapport à son obligation d'emploi, et en général c'est le cas des entreprises qui se sont lancées dans cette politique d'accord, elle verse plus de contribution, puisque en fait l'accord il est libératoire du versement de la contribution, et cet argent est utilisé pour financer le budget de l'accord, puisque j'ai dit, c'est une feuille de route qui est négociée avec les organisations syndicales, donc vous avez évidemment tous les axes de la politique handicap, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en matière de recrutement, de sensibilisation, de formation, d'évolution de carrière, de maintien dans l'emploi, d'achat auprès du secteur protégé adapté, et donc tout ça, ça doit évidemment faire cette feuille de route, elle doit être mise en œuvre, et pour la mise en œuvre de cette feuille de route, l'entreprise dispose de ce budget qui est fabriqué à partir des contributions qui auraient été versées à l'URSSAF s'il n'y avait pas eu cet agrément. Donc si on reprend la question d'Emmanuel Dalseco, 2025 a priori c'est la fin des accords, en tout cas c'est comme ça que les entreprises l'entendent. Vous dites ce n'est pas la fin des accords. C'est pas 2025 au sens où ça fait déjà un petit moment que c'est à l'œuvre. Ça veut dire que la réforme elle dit quoi? Elle dit que désormais l'accord ça fonctionne en installation, en amorce de la politique handicap. C'est-à-dire que ça dure 3 ans et c'est renouvelable une fois. Donc maximum 6 ans. Voilà. Et ça s'est mis en œuvre à partir de 2020. D'accord. Donc il y a des entreprises qui tombaient pile, donc très bien, donc ils ont refait un accord, voilà, 2020, donc en 2023 et 2026, et donc fin en 2026. Donc c'est pas la fin des accords, parce que une entreprise qui n'a pas utilisé ce dispositif et qui souhaite le faire, elle peut le faire. Par contre, l'entreprise qui a déjà été sous accord ne pourra pas évidemment renouveler son accord au-delà d'une fois, donc 3 ans, donc c'est maximum 6 ans. Vous, Blandine Langlois, on en est où? Premier, deuxième accord?
Alors nous, on est sur le deuxième, sur un renouvellement, donc sur un deuxième accord. Ouais. Quoi qu'il arrive, on faisait des choses avant nos accords, avant de signer un accord, en 2017, évidemment. déjà la création juste. Voilà, et on n'arrêtera pas après. Enfin voilà. Et encore une fois, je pense que ce qui est important. Ce qui a été dit est important, c'est-à-dire que c'est une rampe. Enfin, moi, je considère que c'est une rampe de lancement, en fait. Bien sûr. C'est l'objectif des accords. Voilà, c'est l'objectif des accords. Et après, l'idée, effectivement, c'est de recruter, c'est de garder des personnes qui sont en situation de handicap, c'est d'avoir des gens qui osent se reconnaître, etc. Et c'est d'avoir de plus avoir besoin, que ce soit plus un sujet, en fait. Voilà, de plus avoir besoin de coups de pouce. C'est l'esprit c'est l'esprit. C'est l'esprit de cette réforme. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, le législateur, il considère que après un renouvellement, l'entreprise doit intégrer durablement le handicap dans sa politique, dans sa stratégie, au cœur de ses activités, et notamment, ça se passe souvent dans la sphère RH, et que ça ne nécessite plus un dispositif particulier. Et c'est là qu'on retombe sur ce qu'on se disait tout à l'heure, sur le rôle éminemment important des référents handicap, qui donc logiquement sont au sein des directions des ressources humaines, qui parfois animent un réseau au sein des entreprises, dans des grandes entreprises, où vous avez une mission handicap en centrale, et puis cette mission handicap, elle anime tout un réseau de référents qui sont sur les territoires. Bon, et c'est ça que dit le législateur. Il dit, une fois on est aidé finalement à installer les choses. Après, les choses, elles doivent s'inscrire durablement dans la stratégie de l'entreprise. Ouais. Mais alors en fait, donc j'ai pas fini ma question tout à l'heure. C'était donc je vous dis, moi je suis quand même souvent en contact avec les entreprises qui disent les accords agréés, ça permettait de soutenir des initiatives donc comme celle dont parlait tout à l'heure le groupe M6, voilà des associations, des salons, des trophées, des ceci, des cela. Et pour le coup, ils sont tous en panique. Donc là, vous avez un discours très réconfortant, mais est-ce que des entreprises qui sont déjà impliquées et qui n'auront pas forcément les moyens de poursuivre, faudrait peut-être mieux communiquer parce qu'ils sont tous en panique. Sachant aussi que c'est peut-être la fin du renouvellement de leur accord pour certaines, mais elles sont toujours éligibles, Hugues Defoy, dites-moi si je fais erreur, mais au dispositif de déductibilité si elles n'atteignent pas les 6%. Oui, alors c'est un peu technique parce que qu'est-ce que vous appelez déductibilité? C'est quoi? Eh bien, si elles ont recours, oui, les dépenses déductibles, si elles ont recours à des ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés. Ah oui, alors ça c'est pas les dépenses déductibles, ça, mais effectivement, bien sûr que alors c'est plus comptabilisé dans l'obligation d'emploi, mais effectivement, ça permet de minorer le montant d'une contribution qui serait versée à l'URSSAF si on travaille avec les ESAT et les EA et avec les TIH aussi, c'est important de le souligner, les travailleurs indépendants en situation de handicap. Absolument. Bon, voilà, donc après... mais il n'y a rien qui empêche les entreprises de continuer à participer à des salons. Enfin, si on se pose la question en dehors du sujet du handicap, les entreprises, elles participent à tout un tas de choses qu'elles financent. Non, de soutenir certains, alors d'organiser des salons, ça je ne sais pas, mais de soutenir des associations, c'est vraiment ce que j'entends dans toutes les bouches. Et le manifeste inclusion, le président a signé une tribune à ce sujet en disant, voilà, il y a des tas d'actions qu'on mènera plus. Et notamment, puisque c'est le sujet de cette table ronde, des actions de soutien et de communication. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas entendu ce que Hugues Defoy alors nous c'est dire. pour ça que je me dis qu'il faut peut-être éclaircir les choses. Mais donc il faut écouter Sud Radio. Mais exactement. Alors, rien n'empêche les entreprises de continuer à le faire, si c'est leur choix. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'avant, elles le faisaient parce qu'elles l'imputaient au budget handicap. Exactement. Bah oui, exactement. Sauf qu'on peut aussi le faire sans l'imputer au budget handicap. Bah oui, mais c'est là que le bas blesse. Mais c'est là aussi quand Blandine Langlois dit nous, ça ne va pas nous empêcher de continuer, même quand l'accord tombera. Ah oui. Exactement. Et c'est ça qu'on souhaite. Alors nous, on prend notre part là-dedans, puisque évidemment, les entreprises qui sortent d'accords agréés, la GFIP les contacte toutes systématiquement. Parce qu'avec nos camarades de l'État, on les identifie. On fait une offre de service, on les aide à s'approprier justement l'offre de service de la GFIP qu'elles n'utilisent pas, puisque quand on est sous accord agréé, on ne peut pas bénéficier des aides financières de la GFIP, puisque l'entreprise elle a son propre budget pour financer toutes ses actions. Donc exemple tout à fait, là pour le coup, facile à comprendre, un aménagement de la situation de travail. Voilà, on fait du FALC à la radio. Un aménagement de la situation de travail. Une entreprise qui est sous accord, elle le finance.
Une entreprise qui n'est pas sous accord, elle mobilise une aide de la GFIP, puisque dans notre catalogue, on a une aide exprès pour ça. Sauf que voilà, et les entreprises qui étaient sous accord, et certaines depuis très très longtemps, n'ont jamais mobilisé les dispositifs AGFIP. Bon, et donc on les accompagne pour qu'elles prennent en main l'intégralité de l'offre, et particulièrement ce versant, évidemment, adaptation des situations de travail et tout ce qui touche à la compensation du handicap. Et ensuite, comme on a travaillé avec ces entreprises et qu'on les a écoutées, beaucoup nous ont dit, mais vous savez, nous, voilà, on se pose des questions, parce qu'aujourd'hui, on fait tout seul, donc on est autonome, donc on a besoin d'aménager un poste. Alors, on va chercher un ergonome. Bon, bah ça, on connaît un ergonome, on le missionne, on le finance, il nous identifie la solution, on passe la commande, et tout va très vite. Demain, comment ça marche ? Donc on leur explique, la GFIP, l'ergonome il est pris en charge. Parce que nous, la GFIP, on a un marché, et donc on a des prestataires qui travaillent pour le compte de la GFIP. Donc on leur dit comment mobiliser un ergonome qui va être financé par la GFIP. Et puis après, ils nous disent, oui, mais après, comment ça marche ? Et bien comment ça marche ? On monte un dossier. Ah, c'est compliqué de monter un dossier ? Non, d'abord, c'est pas compliqué de monter un dossier. Mais même si vous considérez que finalement, c'est plus simple de ne pas le faire, on offre aussi aux entreprises la possibilité, on leur met une enveloppe financière pour qu'elles puissent décrémenter, c'est-à-dire imputer à l'enveloppe financière à chaque fois qu'il y a un aménagement de la situation de travail. Pourquoi ? Parce qu'elles nous ont dit, mais nous, on sait faire tout ça. On l'a fait pendant toute la période de l'accord, on est autonome, donc on aimerait continuer à le faire. On dit très bien. Donc on a pris en compte ces spécificités des entreprises qui sortent d'accords agréés pour leur créer finalement un espèce de canal particulier de mobilisation de l'offre qui tient compte de leur situation d'entreprise sortant d'agréé. On le fait aussi, d'ailleurs on va le faire pour d'autres, dès lors qu'elles remplissent les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'elles ont une politique handicap, voilà, avec une feuille de route. Tout ça, ça passe devant les partenaires sociaux. Merci de l'avoir rappelé, parce qu'évidemment on ne fait rien qui ne soit validé par les partenaires sociaux. Donc les autres entreprises qui ne sont pas sous accord, qui remplissent les mêmes conditions et qui veulent bénéficier de ce canal, on le permet également. Dire ça ne veut pas dire qu'on fait une offre spécifique pour ces entreprises. On leur dit juste qu'on prend en compte leur situation particulière. On a des aides AGFIP qui sont mobilisables uniquement sur prescription. C'est-à-dire qu'il faut passer par France Travail, Cap Emploi, par exemple. On leur dit évidemment qu'on ne va pas vous obliger à faire ça, puisque vous savez le faire, vous le faites déjà, puisque vous êtes sous accord. Donc voilà, on a aménagé les conditions de notre offre. Alors, je ne dis pas ça pour rassurer nos amis du manifeste, mais très honnêtement, quand on a travaillé avec les entreprises qui sortaient d'accords agréés, qu'on a mis à plat notre offre de service, qu'on a regardé ce qu'elles faisaient avec leur budget, il y a très peu de trous dans la raquette, en fait, en vrai. Voilà. Alors, et ça correspond aux besoins. Après, c'est juste une question de, il y a un petit peu d'accompagnement à la conduite du changement à faire pour que les entreprises soient bien en capacité de mobiliser l'offre AGFIP. Et honnêtement, ça se passe pas trop mal. Parce que les retours que nous avons, nous, des entreprises qu'on accompagne, qui sortent d'accords agréés, elles sont plutôt satisfaites de la relation que nous avons installée avec elles, parce que justement, nous avons installé une relation de proximité. Désolé, Blandine Langlois, de vous prendre un peu à témoin de cet échange. Je veux juste revenir sur la question qui nous occupe sur cette table ronde, et comment valoriser sa marque employeur grâce à l'inclusion dans votre groupe. Le sujet de l'inclusion, on l'a compris, c'est quelque chose que vous avez profondément ancré dans votre ADN. Comment vous faites pour le transmettre à vos équipes ? Et puis, question subsidiaire, quand le handicap intervient au cours de son parcours de vie professionnel, comment réussissez-vous à rester au plus proche de vos collaboratrices et de vos collaborateurs ? Alors, sur la première question, rapidement, alors on communique en interne beaucoup sur le sujet, sur nos actions, sur l'intranet, etc. On a aussi... Est-ce qu'il y a un peu de mécénat, de compétences de la part de vos équipes sur un projet comme ce salon, par exemple ? Pas au sens littéral en fait du mécénat de compétences. En revanche, parce qu'il y en a qui mettent la main à la pâte. Oui. Alors en revanche, ce qui est certain, c'est que un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Ce qui est certain, c'est que on a pas mal de nos salariés qui viennent au salon. Quand on parlait de la fierté en fait d'être dans une entreprise qui s'engage, voilà, ça fait partie des moments où on vient voir les collègues, on vient au salon Inclusive Day, etc. Donc ça, c'est pour la partie
salariés. Pour répondre à la question sur quand ça arrive en cours de vie, en fait, là encore, c'est vraiment la proximité qu'on a avec nos salariés, que ce soit via les managers ou que ce soit via les ressources humaines. On mobilise aussi beaucoup, et ça, on a des relations très régulières avec nos services de santé au travail, que ce soit l'infirmière, le médecin, l'assistante sociale. Donc en fait, c'est tout un réseau qui se met en place et qui fait qu'on peut accompagner les salariés, on peut adapter les horaires et aussi surtout travailler quand il y a des arrêts maladie un peu longs, travailler en fait sur le retour à l'emploi. Donc c'est quelque chose qui est intégré depuis pas mal d'années. Et on fait alors ça c'est pas forcément toujours facile à traduire dans un accord, même si on a des dispositifs dans notre accord. Après c'est beaucoup de bon sens et d'adaptation à la situation particulière du salarié. J'ai une préoccupation que je veux mettre sur la table. On a parlé évidemment des ex-détenus. Dans une autre table ronde aujourd'hui, on a abordé cette question-là. Je vais avoir votre regard à tous les trois sur femmes et handicap. Comment on accompagne cela assez rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Blandine Langlois, chez vous, femmes et handicap, que ce soit sur les sujets d'endométriose ou par exemple eh bien, juste la vie de femme qui devient maman, mais qui a en plus un handicap. Oui, alors nous on a des situations effectivement, si on parle du cadre de l'endométriose. Donc pareil, on accompagne sur des aménagements de temps de travail, etc. On a aussi eu des personnes qui ont accepté de témoigner, voilà, pour dire oui effectivement ça existe aussi dans le groupe et on fait des choses. On a eu pas mal endométriose, femmes, parentalité et handicap. Parentalité, alors c'est pas un handicap, mais j'ai dit et handicap. Oui et handicap, mais non en fait c'est parce que cumul de ces situations, comment on fait? Alors non, je voulais vous dire que on a fait il y a pas très longtemps, et ça n'est pas un handicap. Ça peut être handicapant, mais ça n'est pas un handicap. D'être maman? Non, je parlais de la ménopause par exemple. C'est super d'être maman. C'est un sujet, on a fait une conférence il y a 3 ou 4 ans sur le sujet qui a... Ouais, non mais franchement, c'est pas un handicap, mais franchement... La ménopause, pardon, il y a sur la parentalité, désolé. Il y a 4-5 ans, on a fait une conférence, parce que moi, on avait lu une étude très intéressante sur le sujet. C'était pas encore quelque chose dont on parlait beaucoup. Ça n'a pas été simple en interne. On a eu aussi beaucoup des commentaires en disant non mais ils sont tombés sur la tête là au niveau des ressources humaines. Ça n'empêche que ce sont des sujets qu'on adresse aussi. C'est hyper intéressant parce que personne ne s'en saisit. C'est totalement tabou. Non, complètement tabou. C'est bien. Et on a eu pas mal de réactions, femmes ou hommes d'ailleurs, disant pourquoi ils nous organisent cette conférence-là. Bon, écoutez, merci en tout cas infiniment, désolé Hugues de Foix, mais on a plus eu tout le temps, on a même dépassé le temps allègrement. Je suis désolé pour mon réalisateur Arthur qui est là et qui voit le temps passer et s'agite malgré lui. Merci Blandine Langlois, vous êtes directrice des ressources humaines du groupe Les Échos Le Parisien. Je remercie Hugues de Foix, vous êtes directeur général par intérim de l'AGFIP, et puis je remercie Emmanuel Dalseco qui m'a accompagné tout au long de cette journée. Et sur sudradio.fr, vous retrouvez l'intégralité de ces échanges, le replay. Et puis continuez d'écouter Sud Radio, parce que chez Sud Radio, on parle d'inclusion, mais surtout, on parle vrai. En direct du salon Inclusive Day.